Il y a des millénaires que les hommes cherchent des recoins sombres, des chambres feutrées et des portes verrouillées pour se rassembler. On dit qu'ils y feraient d'étranges rituels, des rituels du Moyen-Âge, et qu'ils sont en train de refaire le monde à leur image. Des activités mystérieuses et des membres anonymes. C'est la marque des sociétés secrètes. Certains affirment que les membres de ces sociétés feraient n'importe quoi pour protéger leurs condisciples ou préserver les secrets de ces groupes. Cet ancien franc-maçon affirme être menacé de mort depuis qu'il a révélé les rites secrets de l'organisation. Les francs-maçons auraient brisé la carrière de cet ancien détective de haut rang de Londres quand il a tenté d'élucider une prétendue conspiration maçonnique. Londres, lieu d'origine de la franc-maçonnerie. Ici, les liens entre les frères sont très forts, peut-être même trop forts, d'après certains. À l'automne 1981, le détective inspecteur en chef Brian Woolard reçoit une nouvelle affectation à Scotland Yard. Après 30 ans de service et 7 citations au sein de la police de Londres, Woolard est promu au Public Sector Corruption Unit, le service des fraudes, une escouade d'élite, afin d'enquêter sur les cas les plus importants du point de vue politique. Son commandant lui ordonne d'enquêter sur un groupe de bureaucrates gouvernementaux d'Islington, un quartier de Londres. Ces bureaucrates auraient versé 200 000 $ en trop à une compagnie de construction au moyen d'une combine complexe de ristournes. Woolard remarque ensuite l'étrange comportement des suspects. J'ai cru discerner un réseau dissimulé qui nous empêchait d'obtenir des renseignements. Woolard apprend que plusieurs des suspects sont des francs-maçons. Je savais que les francs-maçons ont des serments de fidélité qui les engagent profondément les uns envers les autres et qu'ils doivent s'entraider en cas de problème. Et c'était un cas où ceci s'y prêtait très bien. Woolard entend dire qu'un initié de l'arrondissement se vante que l'enquête n'aboutira jamais parce que les suspects font partie de la même loge que des policiers du propre service de Woolard. L'auteur Martin Short, qui a écrit un best-seller sur les prétendus méfaits de la franc-maçonnerie anglaise, affirme que les connexions maçonniques entre les policiers et les criminels sont bien connues de la police de Londres. Dans les années 70, on a découvert les liens entre des francs-maçons de la police et des francs-maçons pornographes, par exemple, qui faisaient partie de la même loge. Des criminels ont reçu une licence pour perpétrer leur trafic sans avoir peur d'être poursuivis. Brian Woolard est au courant de cette historique de corruption. La crise éclate quand il interroge un des suspects et lui dit de ne pas révéler cet entretien. Dès que Woolard est parti, le suspect se précipite vers le bureau d'un autre suspect important à l'hôtel de ville. Le soir même, ce dernier verrouille son classeur, ce qu'il ne fait presque jamais, et part pour un congé imprévu d'1 mois. Le lendemain, la secrétaire de Woolard reçoit un appel extraordinaire d'un des plus célèbres procureurs de la couronne de Londres. Il veut savoir comment se déroule l'enquête d'Islington. D'après Woolard, ces procureurs ne font jamais d'appel pour obtenir ces renseignements. Woolard commence à s'inquiéter. Il en déduit que ce procureur fait aussi partie des francs-maçons et qu'il essaie d'orienter le déroulement de l'enquête. Woolard se rend compte qu'il doit alors l'interroger. Il craint que ses supérieurs le lui interdisent parce qu'ils sont, d'après lui, presque tous des francs-maçons. C'est alors qu'il prend la plus importante décision de sa vie. Il décide de passer outre à la hiérarchie en ne demandant pas la permission à ses supérieurs et de confronter le procureur de la couronne qui a fait cet appel pour tenter de savoir quoi ou qui l'aurait occasionné. Woolard apprend que le procureur de la couronne ne se souvient pas de la raison de cet appel. Ce jour-là, le commandant de Woolard le destitue de ses fonctions. Woolard se retrouve simple policier en uniforme dans un travail de bureau au lointain poste de Wembley après 22 ans de service et de multiples décorations. Un autre détective se voit confier l'affaire Islington.
Quelques semaines plus tard, on abandonne les poursuites. Je pensais que quelqu'un comprendrait pourquoi j'avais fait cela. Mais il y avait toute la cabale des francs-maçons dans la plus haute sphère de la police à ce moment-là. Et bien sûr, je n'étais pas au courant. Woolard se présente à son nouveau travail et met en branle une campagne de pression afin d'obtenir une enquête indépendante sur les raisons de sa mutation. Pour la première fois de sa carrière, ses supérieurs, ceux qu'il soupçonnait d'être des francs-maçons, écrivent des rapports désobligeants sur son travail au poste. Woolard refuse de les signer. Près de 5 ans après sa mutation, Woolard reçoit un envoi d'un allié anonyme. Le paquet contient la liste des membres de cette loge de Londres qui étaient presque tous des anciens supérieurs de Woolard au service des fraudes de Scotland Yard et de ceux du poste de Wembley. J'avais l'air d'un malade dans les journaux et ailleurs, parce que personne ne croyait ce qui m'arrivait. Mais j'avais des preuves en béton. En 1988, Woolard se porte malade et refuse de retourner travailler. La police le congédie après 33 ans de service. Il abandonne aussi sa campagne. Ces efforts ont néanmoins peut-être contribué au changement de politique instauré par un comité du Parlement britannique en 1997 qui exige que les policiers, les juges et les procureurs de la couronne maçonnique révèlent publiquement leur allégeance maçonnique. Même s'il n'avait pas de preuves, le comité a conclu que le public percevait que les francs-maçons impliqués dans la justice criminelle donnaient un traitement de faveur à leurs frères francs-maçons. Une conspiration maçonnique des supérieurs de la police, procureurs de la couronne et policiers corrompus a-t-elle brisé la carrière de Brian Woolard? Les liens de la franc-maçonnerie sont-ils plus importants que le serment de faire respecter la loi? Pendant ces rites secrets, les membres forgent des liens particuliers. Mais comment exposer les détails de ces mystérieuses cérémonies? Mes amis m'avaient dit que les maçons étaient mystérieux et qu'à travers eux, on pouvait apprendre des choses sur Dieu que l'on n'apprendrait jamais dans une église. J'aimais beaucoup ces gens avec qui j'étais engagé dans la franc-maçonnerie. Ils se tendaient la main et se protégeaient mutuellement. Et le fait que ce soit une organisation pour les hommes seulement, ça me plaisait. Harris gravit rapidement tous les échelons de la franc-maçonnerie. En 7 ans dans une loge, il devient le vénérable de la loge. Je tenais beaucoup à ces croyances et j'étais partie prenante dans le rituel. J'aimais être associé à l'organisation et à tout ce qu'elle enseigne. Après 9 ans de franc-maçonnerie, Harris voit une croisade de Billy Graham à la télévision et il devient un chrétien régénéré. Il conteste le règlement qui interdit de parler de Jésus-Christ dans les rites maçonniques parce que nul aspect de la maçonnerie ne doit favoriser une religion particulière. Harris sent que cette position est incompatible avec son interprétation du christianisme. Il démissionne de la fraternité. Il croit maintenant que le groupe est satanique. Il cite le rituel d'une des cérémonies. Un crâne humain repose sur une Bible et des chandelles brûlent. Et l'on pointe une épée sur la gorge d'un homme agenouillé. Il affirme que cela se retrouve dans les cérémonies des adorateurs du diable. Il vous explique comment arriver au ciel d'une autre façon, comment avoir une belle vie sans Jésus-Christ, ce qui est contraire à la parole de Dieu. Donc, il vous ment. Et c'est Satan qui est le père de ces mensonges. Harris en arrive à la même conclusion qu'un autre des plus éloquents et influents adversaires de la franc-maçonnerie. Le docteur Larry Hawley, médecin et auteur de Belmont au Texas, est le chef de file de la lutte contre la franc-maçonnerie au sein de la Southern Baptist Convention, la plus importante dénomination protestante des États-Unis. Je crois que le système, le dynamisme et l'esprit de la franc-maçonnerie sont lucifériens, sataniques. Les francs-maçons estiment que Jésus-Christ est un homme bon, un grand meneur ou un grand prophète. Mais ils oublient qu'en réalité, à mon avis, il est le Fils unique de Dieu et que c'est par lui que les humains seront sauvés. Jack Harris croit que les francs-maçons l'attaquent de leur haine satanique. Harris quitte l'organisation en 1972 et les pasteurs locaux l'invitent à parler à leur congrégation de la prétendue fourberie de la franc-maçonnerie.
Il interprète des reconstitutions de cérémonies maçonniques qui dépeignent les authentiques rites secrets. Le vénérable de la loge s'assoit en arrière de moi à la gauche. Je suis le vénérable de la loge. En haut de lui, il y a le symbole, la lettre G. Et ici, nous avons les 3 petites lumières de la maçonnerie. Harris est interviewé à la télévision américaine 14 ans après son départ de la franc-maçonnerie et il révèle ses secrets à la nation. Et c'est là que les menaces sérieuses débutent. Un pasteur des environs de Philadelphie le prévient d'une des pires de ces menaces. Le révérend James Flanagan signe une déclaration écrite sous serment divulguant que 4 citoyens de l'État du New Jersey, que l'on identifiera plus tard comme étant 4 policiers de l'État, auraient dit vouloir faire un voyage dans l'État du Maryland afin de tuer Jack Harris. Ils ont menacé de tuer ma femme, mes enfants et moi parce que j'avais révélé ses secrets. Harris appelle ensuite la police du comté de Baltimore. Ma maison a été mise sous surveillance pendant toute une année. Vu ces menaces, Harris obtient un permis de port d'armes. Il jure que les pénalités violentes exigées par les rites maçonniques quand un membre dévoile des secrets sont bien réelles et non symboliques comme les francs-maçons l'affirment. Si quiconque avait désobéi à cette obligation ou avait trahi la franc-maçonnerie, je me serais réuni avec quelques policiers aux vues similaires et nous l'aurions éliminé. Je prenais tout ceci très au sérieux. On ne m'avait jamais dit que le serment maçonnique était symbolique. Y a-t-il eu un complot forgé dans les serments sanglants de l'initiation maçonnique pour tuer Jack Harris? Chaque fois qu'il révèle des rites maçonniques, risque-t-il sa vie? Cette reconstitution de Jack Harris nous révèle des éléments vitaux des cérémonies du 3e degré qui conduisent au niveau de maître maçon. Premièrement, le vénérable de la loge explique au candidat qu'il doit passer un dernier test pour obtenir ce grade. You have a rough and dangerous road to travel as a test of your fidelity in keeping secret all that has been communicated to you. In your travels, you will be beset by ruffians, perhaps murdered. An instance has been known. Accompagné de son guide, le candidat aux yeux bandés joue le rôle de Hiram Abif, celui qui, dans le folklore des francs-maçons, était le maître maçon responsable de la construction du temple de Salomon. Pendant ce rituel, il est attaqué par un ouvrier du temple. Master Hiram Abif, I am glad to meet you thus alone. You have long promised us the secrets of a Master Mason. Behold, the temple is almost completed, and we have yet to receive them. Give me the secrets of a Master Mason. This is a very unusual way and manner of asking, nor is it the time and place. Wait until the temple is completed, and if found worthy, you shall receive them. This is neither satisfactory. Give me the secrets of a Master Mason, or I shall take your life. I cannot. Neither can they be given, but in the presence of 3, Solomon, king of Israel, Hiram, king of Tyre, and myself. Give me the secrets of a Master Mason, or I shall take your life upon this spot. My life, but not the secrets. And die. Le candidat est confronté à 2 autres agresseurs en jouant le rôle d'Hiram Abif avant d'être tué symboliquement. C'est alors que le vénérable de la loge le fait revenir d'entre les morts et l'accepte au sein de la franc-maçonnerie. And raise it upon the 5 points of fellowship. Ball, Hall, Boom. Brother Smith, you have been raised to the sublime degree of Master Mason, and the word which I have just communicated is a Grand Masonic word, which you promised in your obligation never to reveal except in a way and manner in which you shall receive it, and then only in a low breath. You have been raised upon the 5 points of fellowship, which are, follow me, foot to foot, knee to knee, breast to breast, and hand to back and cheek to cheek or mouth to ear. Give me the word. Le mot secret fait partie de chaque degré et il est associé à un serment que l'on a proféré sur la Bible. On jure de protéger chaque frère maçon et on s'expose à de terribles punitions si on viole ces secrets ou ce serment de protection mutuelle. Je me lie à rien de moins que ces punitions. Je me lie à rien de moins que ces punitions. Celle de me faire couper le corps en morceaux. Celle de me faire couper le corps en morceaux. De me faire arracher les tripes et que mon corps soit réduit en cendres.
de me faire arracher les tripes et que mon corps soit réduit en cendres, et que ces cendres soient éparpillées aux 4 vents. et que ces cendres soient éparpillées aux 4 vents. Des punitions médiévales brutales. Les détracteurs prétendent qu'elles font beaucoup plus partie de la franc-maçonnerie que le $1 million par jour ou plus que les maçons américains donnent aux œuvres de charité. D'après leurs ennemis, les francs-maçons sont engagés dans un mélange menaçant d'images et de symbolisme qui en ferait une très importante société secrète et d'après eux, une association malveillante. Qu'en est-il de l'intensité du serment de défense mutuelle? Ce serment est-il plus fort que le serment d'un officier de police qui a juré de faire respecter la loi?